Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Cyclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, MakingStarWarsFrance.net et Génération Star Wars et Science-Fiction. A long time ago, in a galaxy far, far away, there has been an awakening. Have you felt it? A communications disruption can mean only one thing. That thing's operational. Hello, and welcome to Star Wars on Direct. Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. The Force is strong in this one. Hello, what have we here? Nice of you guys to drop by. We would be honored if you would join us. May the Force be with us. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition Gamers qui sera consacrée aux nouvelles de Fantasy Flight Games au Gen Con, ainsi que du dévoilement du Starfighter Assault Mode pour le jeu Battlefront 2 qui a été dévoilé au Gamescom. Je suis Jean-François Richard et aujourd'hui pour discuter de ces nouvelles, je suis accompagné de Danny Pépin. Bonsoir Danny. Bonsoir Jean-François. Et de Julien Dor. Bonsoir Julien. Bonsoir Jean-François. Alors messieurs, comment s'est déroulée votre semaine côté Star Wars? J'ai terminé c'est pas un roman en fait, c'est une espèce de biographie. J'ai lu le Princess Diarist de Carrie Fisher. Donc c'est un peu des mémoires de son tournage de la trilogie originale. Quand même intéressant, j'ai écouté en audiobook et c'est Carrie Fisher qui fait la lecture, la narration, avec un petit segment de sa fille Billie Lourd. Je dois avouer que ça fait un peu bizarre, sachant que Carrie Fisher est morte, puis tu l'entends tout enthousiaste parler même de The Force Awakens, parce qu'elle parlait du retour un peu pour The Force Awakens, etc. Elle parle des conventions aussi dans la deuxième moitié, des gens qui veulent sa signature, etc. Puis des trucs comme ça. C'est assez intéressant. C'est pas très long. Et puis, mais ça faisait bizarre écouter ça, j'avoue, sachant qu'est-ce qui est arrivé. Et puis, vu que j'ai eu de la visite en fin de semaine, mon neveu est venu, ben j'ai décidé d'updater ma Xbox et puis ben par hasard tiens Battlefront, fait que j'ai décidé de jouer un peu à Battlefront la version 2015 parce qu'on venait juste de parler de Battlefront au dernier Gamers et puis ben je me suis remis un peu au Starfighter Assault un peu, fait que j'ai joué beaucoup avec les vaisseaux juste pour me remettre dedans un petit peu, puis je me suis pratiqué un petit peu au sol parce que je suis terriblement pourri. Je suis terriblement pourri même au mode novice, mais je me suis fait du fun quand même. Donc, juste jouer offline, à me pratiquer, juste à me remettre dedans un petit peu, sachant que Battlefront 2 s'en vient, juste pour question de me dégourdir les doigts un peu avec la manette. Tu voulais pas que ton neveu te bat, fait que là, j'étais comme, je vais me pratiquer. Mais non, oublie ça, là, il me torche bien raide, là. Merci, Danny. Et de ton côté, Julien? Eh ben écoute, moi, ce week-end, j'ai participé à un tournoi X-Wing qui était au Comic Rive Sud, donc à Longueuil. Donc c'est la première fois que j'allais à ce magasin. C'est un chouette magasin. Je crois que c'est ton antre, si je me trompe pas. Là où tu vas acheter ton stock. Oui, exactement. Et donc, c'était un tournoi. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que ce magasin, il a acheté les kits de tournoi depuis maintenant quelques années. Et donc, il se retrouve avec tout son stock, mais il a jamais fait aucun tournoi. Ce qui fait que il fait des tournois où il fait regagner soit des vieux stocks, soit des vieilles cartes ou des machins. C'est assez intéressant pour ceux qui veulent essayer, en tout cas, de récupérer des vieilles alternatives art, ou des cartes avec les pilotes différents. En tout cas, ça, c'est les mêmes pilotes, mais c'est l'image qui est différente. Enfin, c'est juste cosmétique, c'est pour le fun. Et donc, c'était quand même un gros tournoi, puisqu'on était 16. Ça s'est très mal passé. Ça s'est vraiment mal passé. J'ai fini avec une fiche de 1 victoire, 3 défaites, et puis c'était assez désagréable à jouer. Mes adversaires étaient extraordinaires, et puis très très bonne ambiance, comme toujours, sur les tournois X-Wing. Mais je dois avouer que j'avais un peu de mal à la fin. C'était un peu compliqué.
Est-ce que tu avais essayé un escadron avec ton TIE Aggressor? Oui, j'avais double TIE Aggressor, donc le nouveau vaisseau avec la tourelle, que j'avais fait accompagner avec un TIE Defender qui était la Comtesse Ryad. Et pour ceux qui jouent un peu au jeu, j'avais équipé la Comtesse Ryad avec le Tractor Beam, donc le rayon tracteur, et puis juste le titre XD ou X7 qui permet en fait qui permet de faire un tir de rayon tracteur puis après un tir de canon principal. Et donc mon idée c'était de faire un coup de rayon tracteur, de le mettre sur un astéroïde pour pas qu'il m'embête, ça lui enlevait un dé, puis derrière j'avais mes 2 agresseurs qui venaient avec 2 fois TLT pour essayer de... Mais bon, plan de match c'est pas très très bien déroulé. J'avais des adversaires qui avaient des listes qui tapaient très fort. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu un adversaire qui m'a fait, au 2e tour, qui m'a lancé 6 dés d'attaque. Donc il m'a fait 2 critiques, 4 touchés normal, sur un agresseur. Ce qui est, alors pour ceux qui jouent pas à X-Wing, normalement, en règle générale, c'est entre 2 et 3 dés d'attaque qu'on lance. Et là, j'en ai pris 6, et les 6 ont fait 2 critiques plus 4 touchés, ce qui était... bref, mon agresseur au 2e tour s'est fait vaporiser, ce qui était un peu désagréable, et il m'a refait le coup 2 tours plus tard, avec sur ma Comtesse Ryad, donc sur mon Defender. Donc bref, j'ai passé des mauvais moments, en tout cas sur le jeu je parle, parce que mes adversaires étaient fort sympathiques. Et donc voilà. Mais voilà, niveau Star Wars, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Puis je continue à contacter des gens pour trader des patchs ou des trucs comme ça. Donc ça c'est du classique. Parfait, merci. De mon côté, c'était très tranquille. J'ai juste commencé à initier ma plus grande fille à Armada. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais bon. C'est assez complexe parce que... C'est pas le plus simple, oui. Ouais, c'est complexe. C'est pas le jeu le plus simple. Parce que c'est quoi? C'est des jeux qui sont 12 ans et plus, normalement, X-Wing puis Armada. Sur la boîte, il me semble que c'est 12 ans et plus. Oui, à comprendre le concept de X-Wing. Armada, c'est un petit peu plus complexe. C'est pas aussi rapide, puis les parties sont beaucoup plus longues, donc c'est juste d'expliquer un peu comment que ça fonctionne. C'est sûr que l'on joue vraiment de façon simplifiée, là. Mais au moins juste pour qu'elle puisse comprendre comment que les mouvements fonctionnent, puis c'est pourquoi les ordres, comment ça fonctionne, puis c'est où comment tu peux attaquer de côté, par en arrière, puis tout ça. Donc, mais bon, à s'est amusé, c'est ça qui est important. Ouais, quand même, c'est plus compliqué que les échecs, hein, X-Wing puis Armada. Ouais, c'est ça. Ouais, mais tu serais très étonné parce que ne serait-ce que là, au tournoi dimanche, il y avait un jeune. Alors moi, les âges, je sais pas trop bien les estimer. Je pense qu'il a peut-être 12 ans ou 13 ans. Et il a juste vaporisé tout le monde. C'était assez impressionnant. Donc j'ai l'impression que les jeunes, en tout cas ce que je considère être les jeunes, c'est-à-dire 14 ans et moins, on pense que le jeu est compliqué, mais eux, ils ont une façon de penser, ils ont un plan de match qu'ils appliquent à la lettre et ça marche. Ça marche. C'est la 2e fois que j'ai rencontré quelqu'un d'assez jeune et c'est la 2e fois qu'il vaporisait pas mal de monde. Ah, les jeunes apprennent vite, hein, peu importe la matière ou peu importe la langue ou peu importe. Si tu commences très très jeune, tu l'apprends tellement mieux que quand tu l'apprends adulte. Ouais, c'est ça. Puis aussi, tu sais, le fait, c'est un jeu que moi j'aime jouer et tout. Tu sais, quand le parent il aime jouer le jeu, c'est sûr que l'enfant, tu sais, il joue avec le parent, fait qu'il apprend beaucoup plus vite aussi. Il est motivé. Ouais, c'est ça exactement. Puis l'autre chose, j'ai reçu ma copie de Star Wars Rebels, la 3e session en Blu-ray hier, mais j'ai pas encore eu le temps de commencer à l'écouter. J'attends encore le coffret des 4 saisons, quand ça va être terminé. Ouais. Avec un Blu-ray, un spécial. Voici des épisodes qu'on a terminés à la dernière minute qui sont sur aucune saison, comme ils ont fait avec Clone Wars. Là. Ouais, ça se peut. Eh bien, merci. Alors, avant de débuter, juste vous rappeler nos récentes émissions. Il y a le Spoilers numéro 22, où Danny et moi-même discutons des dernières rumeurs du film The Last Jedi. Il y a aussi le Star Wars numéro 138, où Thomas, Sylvain et Aurélien survolent les dernières actualités Star Wars, puis discutent du spin-off de Obi-Wan Kenobi. Et aussi le Collectors numéro 8 qui est paru cette semaine, consacré à Force Friday, où Sébastien et Raphaël nous parlent des produits dérivés qui seront disponibles ce vendredi. J'aimerais aussi remercier nos partenaires, Mintinbox, Star Wars Holonet, Siteclan.net, Planète Star Wars Universe, Making Star Wars France, Génération Star Wars et Science-Fiction. Sur ce, on commence avec notre sujet principal. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by.
La semaine dernière, il y a le Gen Con qui a eu lieu, où les grosses compagnies de jeux de table présentent leurs produits, il y a des tournois d'organiser, c'est vraiment une grosse expérience pour les amateurs de jeux, c'est un gros rassemblement. Comme à chaque année, Fantasy Flight était très présent, ils nous ont donné quelques bonnes nouvelles. La première, c'est la sortie de la vague numéro 12 de X-Wing, qui sera disponible à la fin 2017. Donc, 3 nouveaux vaisseaux ont été annoncés. Le Alpha Class Starwing Expansion Pack, le M12L Kimogila Fighter Expansion Pack et le Phantom 2 Expansion Pack. Danny, est-ce que tu peux nous parler du Alpha Class Starwing, s'il te plaît? Oui, j'étais bien content de le voir sortir celui-là parce que c'était très nostalgique pour moi, le fameux Gunboat, ceux qui ont joué au jeu de X-Wing fait par LucasArts en 1993 et les éditions subséquentes TIE Fighter, X-Wing vs TIE Fighter, etc. Il y avait le fameux Gunboat qui était une espèce de vaisseau impérial qui ressemblait un petit peu à une version miniature d'une Lambda Class Shuttle, mais qui était rempli de missiles et de toutes sortes d'armements. C'est la raison pourquoi on l'appelait le Gunboat. Je sais pas si vous vous souvenez, on jouait à ce jeu-là sur des PC 386. Ça fait très longtemps. Ça a beaucoup évolué depuis les jeux vidéo. C'est un classique. Exactement. Donc, j'étais bien content de le voir. Puis je pense quand ils l'ont annoncé lors du panel de Fantasy Flight Game, le In-Flight Report qu'ils l'appellent, leur panel. C'est ça. Quand ils l'ont annoncé, ils ont dit on a décidé de vous offrir le vaisseau le plus demandé dans nos forums, qui était le Gunboat. Donc, on n'était pas seul. Qui était un vaisseau qui était pas vraiment obscur. Oui, il n'est pas dans les films, mais il était très présent dans les jeux vidéo au début des années 90. Donc, le fameux Gunboat, c'est un vaisseau à petite base qui est moyennement manœuvrable. Il y a, comme statistique de base, il y a 2 d'attaque, 2 d'agilité, 4 de hull, le fuselage, et 3 shields, boucliers. Donc, c'est relativement solide pour un vaisseau à petite base. Si on parle de façon générale, 2 d'attaque puis 2 d'agilité, c'est pas vraiment super comme statistique, mais c'est vraiment son arsenal d'armes secondaires qui va faire la différence. Dans les actions, tu as le Focus Target Lock, tu as la fonction Slam aussi, et il y a une nouvelle action qui va sortir avec ce pack-là qui s'appelle Reload. Donc ça dit tout, ça va vous permettre de recharger vos armes. Dans les espaces d'upgrade, vous avez par défaut Torpedo et Missile, et pour le meilleur pilote, vous avez aussi un Elite Pilot Talent. Avec l'action Reload, vous allez pouvoir récupérer vos torpilles et vos missiles d'un certain sens. Si je me trompe pas, quand vous faites l'action, vous pouvez reloader, tourner votre carte, utiliser, la remettre du côté où on voit la description, mais vous n'avez pas le droit de tirer ce tour-là, si j'ai bien lu la carte. Donc, en gros, c'est ça la nouvelle action. Il y a une carte titre qui est très particulière, qui est le XG1 Assault Configuration, qui permet justement de rajouter à votre gunboat 2 espaces de canon. Donc, c'est quand même intéressant parce que vous pouvez, par exemple, rajouter un Heavy Laser Cannon et puis même un Auto Blaster ensemble. Donc, ça vous donne des options. Donc, un Heavy Laser Cannon qui tire 4D ou un Auto Blaster qui en tire 3, c'est déjà beaucoup mieux que tes 2 d'attaque de base. Donc, c'est pour ça qu'ils disent que les attaques secondaires et la force de ce vaisseau-là. Cet expansion pack vient aussi avec des nouveaux jetons, des Jam Tokens qu'ils appellent. Puis ça semble venir avec une carte d'upgrade qui s'appelle Jamming Beam. Donc en gros, comment que ça a l'air de fonctionner selon ce que j'ai lu, c'est que quand vous êtes assigné le jeton Jam, qu'est-ce que ça fait, c'est que tu dois sacrifier un de tes jetons pour l'enlever. N'importe quel jeton que tu vas sortir, il va être éliminé par le Jam. Donc tu es obligé en gros de sacrifier un de tes jetons juste pour t'en débarrasser. Parce qu'aussitôt que tu vas... il y a peut-être quelque chose, pas une action, mais une condition qui arrive quand tu as ce jeton-là, où ça fait tout simplement juste t'empêcher de faire un focus ou un target lock ou un evade, tout simplement. Donc, ça complète pas mal le gunboat de qu'est-ce qu'il nous a annoncé rapidement avec ce vaisseau que j'ai très hâte de jouer. Là, c'est de savoir sur quel vaisseau les
les fans vont s'acharner sur le forum de Fantasy Flight. Comme tu disais, c'est un vaisseau qui était très en demande. Ça fait des années que les gens demandent de voir ce vaisseau-là. Mm-hmm. Donc, lequel maintenant qu'ils vont s'acharner? Je sais pas si il faudrait demander à Julien, je sais pas si la méta a besoin d'un vaisseau comme ça. Ça va peut-être changer la méta un petit peu parce qu'on met beaucoup l'accent sur la quantité d'armes secondaires que tu peux transporter et la réutilisation. Donc, ça peut être intéressant. Je sais pas, par exemple, parce qu'il y a un upgrade aussi qui permet d'avoir le double de tes armes secondaires. Fait que je sais pas si le reload va être mieux que cette carte-là. Si une partie peut être jouée assez longtemps pour utiliser, si c'est mieux d'avoir le reload versus le jeton avec les 3 petits missiles là, que tu pas une cartite ou modification qui te permet d'avoir 2 fois ton arsenal. Extra Munition, c'est une extension, c'est une upgrade qui se met à la place d'un missile, si je me trompe pas, je crois que c'est ça. Tu te mets à la place d'un missile et ça te permet d'avoir une munition supplémentaire pour toutes tes armes. Merci. Julien, est-ce que tu peux nous parler du M12L Kimogila Fighter Expansion Pack? J'ai aucune idée si je le prononce comme il faut, mais bon. Écoute, je l'aurais prononcé pareil, M12L Kimogila Fighter. C'est donc le vaisseau Scum de la vague 12. C'est un petit vaisseau, c'est un vaisseau qui est apparu dans le jeu Star Wars Galaxy. Alors si je me trompe pas, c'était un MMORPG qui était sorti dans les années 2000. Et en fait, ce vaisseau est apparu, je crois que c'est dans la première extension Jump to Lightspeed, qui est sortie en 2004. Donc c'est encore un vaisseau du lore Star Wars assez ancien et du coup du lore Legend. C'est un vaisseau petite base qui introduit encore un nouveau concept qui s'appelle le Bull Ice Firing Arc. Donc l'arc de tir Bull Ice. C'est un arc de tir en fait qui est très restreint et qui va tout droit par rapport au vaisseau. C'est-à-dire c'est comme si vous traciez 2 lignes parallèles depuis les bords sur les côtés là, dans le sens où le vaisseau va. Et c'est un arc de tir qui fait à peu près la moitié du socle centré sur le milieu de la base. Et en fait, le concept, c'est que si vous avez un vaisseau qui est dans cet arc, donc un vaisseau ennemi, et que vous lui tirez dessus, le défenseur ne peut pas utiliser ses jetons focus, concentration, pour modifier ses dés, et en plus, il ne peut pas utiliser ses jetons evade, je pense que ça doit être évitement, pour éviter votre attaque. Donc c'est vraiment un vaisseau très puissant en face à face. Donc c'est un vaisseau qui a 2 boucliers et 6 points de coque. Il a vraiment été prévu pour faire ce qu'on appelle des joutes ou des justs en anglais, c'est-à-dire du face à face avec l'adversaire. Vous lui foncez un contre un en frontal, vous faites demi-tour et vous revenez. C'est au vu de la puissance de frappe qu'il a et de ses points de vie, ça a l'air d'être son objectif. Si t'es bon à manœuvrer tes vaisseaux, ce qui n'est pas moi. Moi je suis très pourri à manœuvrer mes vaisseaux, mais si t'es capable de bien calculer pour toujours être en face, du moins vraiment dans ton rayon, je vais dire ton rayon d'action frontal, je sais pas comment l'appeler parce que c'est pas vraiment un arc de tir, c'est un couloir de tir. Ouais, c'est effectivement, c'est plus un couloir de tir qu'un arc, oui. Je veux dire, si t'es assez bon pour bien te placer à chaque fois, y a pas de chance. L'avantage des vaisseaux joutes en général, c'est ce que les débutants préfèrent parce que t'as moins de compétences de pilotage dans le sens où si tu fais vraiment une joute, c'est tu fonces tout droit, tu fais demi-tour, tu fonces tout droit, tu fais demi-tour, tu fonces tout droit, tu fais demi-tour. C'est la joute basique, on va dire. C'est certain que c'est rarement le cas, tu vas jamais faire du frontal comme ça pendant toute la partie. Mais en tout cas, c'est vraiment l'idée. C'est pour ça que les Defenders ont autant de succès, entre autres. Déjà parce qu'ils sont pleins de points de vie, etc. Mais surtout parce que c'est des vaisseaux de joute. Donc en faisant, c'est plus facile à piloter que si tu utilisais des vaisseaux type Arc Dodger où là, faudrait vraiment que avec tes barrel roll ou tes tonneaux, tu puisses sortir de l'arc. Mais là, bon, c'est encore une nouvelle capacité sur les cartes. J'espère qu'ils vont pas arrêter un moment de complexifier le jeu. Il vient aussi avec une nouvelle action dont tu parlais, le Reload. Donc t'as trouvé plus de détails que moi sur l'action. Donc a priori, ça permettait de charger ou décharger différents missiles. Moi, j'avais lu rapidement que ça permettait de changer peut-être les missiles, mais a priori, d'après ce que tu disais, c'était juste l'idée de recharger ces missiles. Je suis curieux de voir comment ça fonctionne exactement les tenants et aboutissants, parce qu'il y a certains missiles, si tu peux les recharger, ça peut devenir assez puissant. Je pense aux homing missiles, par exemple, ou choses comme ça, qui sont assez violents. Donc, comme qu'est-ce que j'avais lu, c'est que quand tu fais ton action, t'as pas le droit d'attaquer cette ronde-là. Donc ça peut être
le côté critique de la manœuvre reload, c'est que t'attaques pas cette ronde-là, fait que t'as un délai avant de pouvoir réutiliser tout le temps. Oui, alors j'ai pas vu, il faudrait que je vérifie si jamais il peut avoir des bombes. Il y a des bombes et ça je me suis fait avoir ce week-end, c'est pour ça que je l'ai bien interprété maintenant. Il y a des bombes que tu peux poser qui ne sont ni une action ni une attaque. Et voilà, donc oui, il y a toujours moyen de faire des dégâts avec X-Wing. Pour revenir au vaisseau, on revient avec les pilotes. Donc pour l'instant, au niveau de la photo, moi j'ai pu voir que le pilote qui a la plus grosse compétence de pilote. Donc le pilote qui s'appelle Torani Kulda, qui a un pilote skill de 8. Alors sa capacité, c'est que lors de son attaque, tous les vaisseaux ennemis qui sont dans son bullseye arc doivent choisir entre prendre un dégât ou enlever tous leurs jetons focus et evade. Oh. Donc quand je vous disais qu'il venait en frontal et qu'il tapait en frontal, c'était pas une blague. Juste pour vous donner une idée, c'est vraiment, si jamais, en plus avec un pilot skill 8, c'est un pilote qui va tirer le premier, ou en tout cas attaquer le premier. C'est typiquement le genre de pilote que je prendrais moi pour ce que j'appelle enlever les jetons des adversaires pour que mes pilotes derrière arrivent et tirent sur des vaisseaux nus. Mais là, si tu prends un dommage, c'est-tu un dommage sur ton bouclier ou directement sur le fuselage? Ça, alors d'après ce que j'ai vu, c'est un dommage. Donc ça serait, si t'as encore des boucliers, c'est dans ton bouclier. Ok. Alors, c'est quand même pas aussi puissant que ça. Ok. Mais prendre un dommage sur certains vaisseaux, c'est compliqué. Hein. Donc voilà, ça fait pas mal le tour en fait de ce nouveau vaisseau. Parfait, merci. Et le dernier vaisseau qui est annoncé, qui fait partie de la vague, c'est le Phantom 2. Donc, c'est le vaisseau qu'on a pu voir dans la 3e saison de Rebels, où les membres de l'équipage du Ghost, les Spectres qu'on appelle, ils l'ont récupéré dans une base militaire qui date de l'époque de la guerre des clones. Donc, c'est un vaisseau qui a été très modifié et qui va réussir à s'amarrer au Ghost, qui va pouvoir remplacer le premier Phantom. Ce qu'on apprend, c'est que le vaisseau, ses habiletés, il y a 2 points d'agilité, 4 de hull, 1 shield, puis il y a une attaque de 2 qui peut soit utiliser de son arc frontal ou de son arc auxiliaire. Ensuite, on apprend qu'il y a deux titres de cartes qui viennent avec. Donc, il y a 4 pilotes. Il y a aussi 2 cartes astromech, dont Chopper, et 2 cartes de membres d'équipage. Et selon la rumeur, la 2e carte, celle qui est à droite dans l'image qu'on voit, ça serait Maul, qui serait une carte rebelle ou scum. Intéressant. Il n'y a pas assez de détails pour le voir. Sur l'image, il y a marqué Scum Only. Et vu qu'il vient dans un pack rebelle, il va être forcément rebelle only. Sinon, tu vends pas une carte que tu peux pas utiliser avec le vaisseau. C'est ça. Donc, c'est pas, à moins que l'image ne soit fausse, c'est un Scum Only et un rebelle only. C'est ça. Mais Darth Maul, est-ce qu'il prend ce vaisseau-là à un moment donné dans Star Wars Rebel? Bonne question. C'est ça, j'essaie de me rappeler, honnêtement, puis j'ai checké, puis j'ai rien trouvé, fait que je sais vraiment pas, faudrait que je revoie l'épisode où il récupère le vaisseau, là. Mais je me rappelle pas qu'il prend celui-là. Ok. Ou il accompagnait peut-être Ezra dans un épisode, peut-être. On va peut-être arrêter de spoiler Rebelle pour les gens qui l'auraient pas vu. Comme moi. Donc, on va arrêter là. Star Wars en direct spoiler. Star Wars en direct gamer spoiler. Bienvenue. C'est une bonne option pour le Ghost. Ça va aider le Ghost. Donc, tu vas avoir le choix de soit prendre le Phantom ou le Phantom 2. Puis le Phantom 2 va permettre de pouvoir utiliser son attaque d'auxiliaire s'il est amarré au Ghost. Donc, c'est quand même assez intéressant. Pour ceux qui aiment jouer le Ghost. Moi, je suis pas capable, mais c'est un beau vaisseau. Il est pas facile à jouer. La chose que j'ai trouvé intéressante, c'est qu'il y avait sur le Phantom 2 l'action Coordinate Action. Donc, la même chose qu'il y a pour la Y-Class Shuttle. Donc, qui te permet de donner une action à un autre vaisseau à proximité. Donc, j'ai trouvé ça spécial d'avoir ça sur un tout petit vaisseau comme ça. J'imagine que si tu le combines avec le Ghost, tu peux te donner des ordres au Ghost ou peu importe, là. Pas des ordres, mais des actions. Quand même intéressant pour un petit vaisseau. Qui fait qu'il pourrait être très utile. Alors, c'est les 3 vaisseaux qui ont été annoncés faisant partie de la vague 12. Mais si vous regardez les chiffres de chaque produit, il en manque un, qui est le produit 71, parce que ça, c'est les 3 vaisseaux qui ont été annoncés, c'est les produits 69, 70 et 72.
Oh. Donc, le 71 est manquant. Il y a peut-être un 73 aussi. Peut-être. Exactement. Donc, il y a comme deux possibilités. C'est soit que vendredi, au Force Friday, ils vont annoncer, comme ils ont fait pour Force Awakens, 2 vaisseaux qui vont se rajouter à la vague. Ils ont fait la même chose aussi, je pense, avec Rogue One, avec le U-Wing puis le TIE Striker. Donc, la vague avait été annoncée sans ces vaisseaux-là. Donc, peut-être qu'ils vont ajouter ces vaisseaux-là. Fantasy Flight ont fait une annonce que ce vendredi au Force Friday, il y avait un produit Star Wars secret, qui allait être disponible. Oui, secret, on ne sait pas c'est quoi, qui allait être disponible de la part de Fantasy Flight. On n'a aucune idée c'est relié à quel jeu. Mais la rumeur serait que ce serait ce produit 71. Et la rumeur est que ce serait le bombardier de la Résistance. Qu'on voit dans la bande-annonce de Last Jedi. Moi, mes deux théories, c'était le bombardier. Je pense que je l'avais mis dans notre chat de l'équipe. C'était le bombardier et le TIE Silencer. Donc, le TIE Silencer, ça aurait eu du sens, ça. Tu sais, avoir un vaisseau de chaque faction, ça aurait été super intéressant. Et la grosse question, c'est est-ce que vous connaissez un magasin qui fait cette action? En tout cas près de Montréal, parce que les magasins que j'avais contactés, moi, il y a personne qui était au courant de rien. Moi, j'ai contacté mon fournisseur, il m'a dit il va essayer de l'avoir. S'il est capable de l'avoir, il va me le mettre de côté. Il est pas sûr qu'il va pouvoir avoir une copie de ça, là. C'est ça qu'il me dit. Il était pas certain. Moi, si je me fie à The Force Awakens, la boutique où je vais, il l'a reçu une semaine après. Donc, il ne reçoit pas la journée même, mais il avait été capable de les avoir après. Ça, c'était le starter là, qui avait sorti, le starter de X-Wing. Donc, j'imagine que ça va être la même chose. Est-ce qu'il pourrait, est-ce qu'il pourrait sortir un nouveau core set? On parlait de remaniement des règles, etc. Ça peut pas être un produit 71 dans ce cas-ci. À moins qu'il y ait un vaisseau comme le TIE Silencer dans une boîte de base avec le bombardier, ça serait bizarre comme figurine de base dans un starter. Ouais, c'est ça. Puis selon, si tu regardes les forums là, de Fantasy Flight, les fournisseurs ou ceux qui ont des boutiques là, justement, eux autres ils disent qu'ils peuvent pas ouvrir la boîte, fait qu'ils ont pas ouvert la boîte, mais que c'est un produit qui coûte $30 US. Ok. Donc c'est tout ce qu'on sait. Fait que c'est pas un starter, parce qu'un starter c'est quoi? C'est $40 je pense. Ouais, US. C'est $40 US, donc ça serait sûrement un pack de vaisseaux. Soit un pack de vaisseaux ou un vaisseau à base large. Ouais, base large. Pas épique, là, mais... À $30 US, tu es quand même sur du... Je suis en train de vérifier. Ouais, tu me diras, le Ghost, il coûte 50. Ouais, ça pourrait être un vaisseau à base large. Ouais, comme genre le U-Wing. Le U-Wing, je pense qu'il était 30 US. Ouais, le Punishing One aussi est à 30 US. Ouais, c'est ça. Donc, ça pourrait être... donc, il y a des chances que ce soit le bombardier de la Résistance. Ça serait vraiment cool. Avec parce que, tu sais, il y a des petites tourelles en bulle, là, sur ce vaisseau-là. Donc, j'imagine les arcs de tir, etc., les tourelles. Écoute, ça peut être intéressant au bout, là. Ce qui est drôle, c'est que ça n'a pas encore leaké. Il n'y a aucune image, il n'y a rien. Puis on est à quelques jours du Force Friday. Puis quand il y avait eu le starter de Force Awakens, je pense 2 semaines d'avance, il y avait des photos qui avaient déjà été mis en ligne et tout, là. Mais pour Rogue One, ça avait réussi à être secret jusqu'à la fin, il me semble. Ouais, ben c'est parce que les produits ils sortaient pas la journée du Force Friday, ils sortaient comme quand le film est sorti. Donc on va voir vendredi. J'ai bien hâte de voir. En tout cas, j'espère avoir une copie, sinon ça va arriver une semaine plus tard, je suis convaincu. Le temps que parce que probablement qu'ils retiennent la distribution sauf à certains endroits. Donc ils retiennent les boîtes à l'entrepôt et puis au First Friday, là, ils envoient les boîtes. Fait que nous, ici, on les reçoit une semaine par la suite. C'est ça. Sinon, il y aurait trop de fuites, probablement. Une autre annonce qui a été faite, mais cette fois, elle n'a pas été faite au Gen Con, ce qui était un peu étrange. L'annonce de la vague 7 de Armada, qui est parue lundi, je crois. Donc, il y a 2 vaisseaux pour la vague 7 de Armada qui ont été annoncés. Il y a le Chimera Expansion Pack, qui est le le Imperial Star Destroyer de Grand Admiral Thrawn. Et il y a aussi le Profundity Expansion Pack, qui est le vaisseau de l'amiral Radius, qu'on a pu voir dans Rogue One. Danny, je sais pas si tu peux nous expliquer un peu ce qui vient avec le Chimera Expansion Pack. Oui, rapidement. En fait, tu as la superbe maquette du Star Destroyer que je ne me souvenais pas avoir vu
Star Wars Rebels qui avait une espèce de chimère de peinturé sur le dessus. Je sais pas si c'est spécial à ce modèle, ce miniature-là, parce que je me souviens pas l'avoir vu dans Star Wars Rebels, cette espèce de pattern-là sur le dessus. Donc quand même, ça donne un look menaçant un peu. Et ça vient aussi avec 2 escadrons de Mandaloriens qui ont utilisé les petits vaisseaux Protectorate Starfighter, ceux qui jouent à X-Wing, là, l'espèce de vaisseaux mandaloriens qui servent de 2 escadrons. Donc t'as 6 cartes de vaisseaux, t'as 3 cartes du Imperial Star Destroyer QAT Refit, et puis 3 versions aussi du Imperial Star Destroyer Simoon 1 Refit. Donc vous avez 3 cartes pour chaque Star Destroyer. Vous avez 2 cartes d'escadron et 17 cartes d'upgrade. Donc j'irai pas en détail des cartes, mais il y a la carte de commandement Grand Admiral Thrawn qui est assez intéressante dans le sens qui te permet de mettre des cadrans de commandement de côté, de mettre 3 cadrans de commandement de côté et de permuter si tes manœuvres que tu avais préparées ne te satisfont plus à cause des mouvements de l'adversaire. Tu peux permuter, ça te permet de permuter avec d'autres manœuvres que tu as préparées de côté, comme Thrawn le ferait en réalité. Donc il est capable de prévoir de comprendre l'ennemi un peu d'avance. Donc c'est une carte relativement très forte qui coûte 32 points à rajouter à ton vaisseau. Et voilà. Ouais, elle est quand même assez chère à jouer, 32 points. Mm-hmm. Donc j'ai hâte de le voir moi aussi. Je me demande si le Admiral Thrawn puis l'expansion sont pas basés sur le Legend au lieu de Rebels, parce que les Chimera, je pense qu'il est même pas dans Rebels. Ah, son Star Destroyer, right? C'est les Chimera, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la trilogie de Thrawn, là. Mais faudrait vérifier, mais je pense qu'on l'a déjà entendu le nom dans Star Wars Rebels. Faudrait juste vérifier. Je pense qu'il a déjà été mentionné, je pense. Je suis pas convaincu, mais je pense. Mais sinon, oui, c'est clair que dans la trilogie de Thrawn, c'est là qu'on l'a connu vraiment. Oui, exactement. Et Julien, je sais pas si tu peux nous donner des détails sur le Profundity Expansion Pack. Oui, donc comme tu l'avais dit, c'est le vaisseau rebelle de la vague, et c'est le vaisseau que l'on voit dans Rogue One. C'est le vaisseau de l'amiral Radius, donc l'espèce de vaisseau de commandement lors de l'attaque finale. C'est un vaisseau petite base pour un vaisseau, donc c'est pas une escadrille. Et ils annoncent ce vaisseau comme étant le vaisseau qui amène les héros Rogue One dans Armada. Donc ce vaisseau, il arrive avec les cartes en Amiral Radius et Jyn Erso, entre autres. Et pour se donner une idée un peu, l'Amiral Radius, il permet au début de la partie de choisir un vaisseau que l'on met de côté. Et au début de chaque tour, on peut décider de faire apparaître ce vaisseau à une distance de 1 d'un de nos vaisseaux alliés, en supposant que le vaisseau puisse se poser, c'est-à-dire qu'il superpose pas un autre vaisseau ou un escadron. En fait, c'est une espèce de sorte de mode renfort. C'est comme si vous aviez le vaisseau qui sortait d'hyperespace à côté de vos vaisseaux. Fantasy Flight Games présente ça comme étant vous décidez d'être en sous-effectif, d'encaisser les coups pour essayer de surprendre l'adversaire, puisque effectivement, votre adversaire, bien qu'il sait le vaisseau que vous avez en réserve, il est incapable de prédire où est-ce qu'il va sortir, puisque vous pouvez le faire sortir à n'importe quel vaisseau allié qui est sur la carte. Donc effectivement, ça peut être une nouvelle manière de voir Armada, c'est-à-dire de se mettre volontairement en sous-effectif, de volontairement prendre des coups pour essayer de surprendre l'adversaire avec ce vaisseau qui va apparaître à quelque part sur la carte. Ouais, puis ce vaisseau-là, tu peux utiliser le Hammerhead Corvette qui te permet, qui a la carte qui s'appelle Garrow's Honor, qui te permet que si jamais t'arrives sur un vaisseau, ben l'ennemi il prend un dommage, ce qu'on appelle face-up. Donc tu vois dessus, un critique, c'est ça. Et directement, donc ça peut être un combo assez intéressant. Oui, mais sachant que ce vaisseau, il peut pas apparaître sur le vaisseau, donc ça sera au prochain tour qu'il ira taper le vaisseau adverse. Oui. C'est donc les 2 vaisseaux qui ont été annoncés pour la vague 7. Donc, la grosse annonce de Fantasy Flight Games au Gen Con n'était pas la version 2.0 de X-Wing, mais bien un nouveau jeu de miniature qui s'appelle Legion. Donc, Legion est un jeu de miniature, un jeu de, comment on peut dire, un jeu d'infanterie, de bataille d'infanterie qui est dans la même lignée que Warhammer. Ceux qui connaissent le jeu. Il a été créé par Alex Davey, qui est le concepteur des jeux X-Wing Miniature et Armada, donc il a déjà une bonne réputation.
On apprend qu'il va y avoir 2 factions disponibles à la sortie du jeu, soit l'Empire et les Rebelles. Le Core Set sera disponible au début 2018, suivi par diverses extensions ou packs de troupes. Donc, il a été confirmé durant le Gen Con, durant les démos, qu'il y aura des packs de soldats, donc des packs de Stormtroopers, des packs de soldats rebelles qui seront disponibles presque en même temps que le Core Set pour bâtir l'armée. Chaque armée doit contenir un commandant, puis le Core Set en contient 2. Donc, il y a Luke Skywalker pour les rebelles et Darth Vader pour l'Empire. Chacun vient avec des cartes qui donnent des ordres aux soldats. Ça permet d'avoir des habilités spéciales durant la partie. On n'a malheureusement pas pu voir quels étaient ces types de cartes. On a vu des cartes d'habilités comme des cartes d'armes et tout qu'on peut rajouter aux soldats, mais pas des cartes d'ordre. Chaque armée dans une partie, c'est 1000 points. Puis le Core Set, lui, il va permettre de créer une armée de 500 points pour chaque faction. Ce qu'on a su, c'est que Darth Vader à lui seul coûte 200 points. OK. Il doit être assez fort. Le jeu aussi, ce qu'on a vu, c'est que je sais pas si vous avez vu les démos ou quoi, là, mais le jeu il est un peu similaire à Armada, que dans le sens que pour gagner la partie, il faut compléter des objectifs ou anéantir l'armée de son adversaire. Les parties, ça se déroule sur 6 rondes. Et les mouvements sont aussi similaires à Armada, puisque le jeu utilise une règle amovible avec des joints comme pour contrôler le mouvement comme dans Armada. OK. Mais c'est ça, ma question, c'est vraiment qu'est-ce que Armada est pour X-Wing? Ben ça, Legion, c'est l'équivalent d'Armada, mais pour Imperial Assault, dans le fond, un peu. Oui puis non, parce que Imperial Assault, puis je vais en parler un peu après, mais Imperial Assault, c'est plus un jeu de genre ce qu'on appelle un dungeon crawler. Fait que tu sais, t'as comme un scénario à suivre, c'est une campagne que tu fais, puis tu sais, c'est comme t'as genre 3-4 personnes qui jouent genre les rebelles, puis là t'as un maître, comme le maître dans Dungeon Master, ouais, le Dungeon Master, que lui c'est le méchant, puis c'est lui qui décide, qui joue les cartes du méchant, puis qui joue les figurines. Donc Legend, c'est vraiment un jeu de combat, là. OK. On a appris par après que le Core Set, il vient avec 33 miniatures. Donc, il y a Luke, il y a Darth Vader. Pour les rebelles, il y a un RT qui est comme un genre de walker, petit walker. Le Chicken Walker. Les Chicken Walkers, c'est ça. Il y a 2 speeder bikes pour l'Empire, avec les Scout Troopers. Et le reste des miniatures, donc c'est 14 Stormtroopers et 14 soldats rebelles. Et la chose à savoir, c'est que les miniatures ne sont pas peintes, et même certaines doivent être assemblées, comme c'est le cas pour Imperial Assault. Le Core Set va aussi contenir 4 barricades en plastique. Je pense que c'est 15 dés. Il va y avoir des jetons, les cartes, les règles de mouvement, il y a une règle de ligne de tir. Et comme j'ai dit, le Core Set sera disponible début 2018 pour un prix de 90 US. Ouch! Ouais. Ben, c'est le prix. Armada, c'est ça. Imperial Assault, c'est la même chose aussi. Ah, ok. Ouais. Une chose qui est intéressante autant d'une bonne façon que d'une mauvaise façon, c'est que le ratio des miniatures ne sont pas la même proportion que ceux de Imperial Assault. Donc, ceux qui pensaient pouvoir utiliser leur miniature d'Imperial Assault dans le jeu, ne pourront pas, car Imperial Assault, les figurines sont plus petites que ceux de Legend. Donc, on a vu des images qui comparaient le Luke Skywalker de Legend puis le Luke Skywalker de Imperial Assault. Puis le Luke Skywalker de Legion est peut-être genre 10 mm plus haut que celui de... Ok, donc t'as pas une carte par miniature dans ce jeu-là. Tu dois avoir des cartes pour tes leaders, puis le reste, c'est tes troupes te suivent. C'est ça. T'as des cartes comme... Donc, l'affaire qui est le fun, c'est que tu peux vraiment modifier tes troupes comme tu veux. Donc, tu dis, OK, mettons, ces 4 Stormtroopers-là, ils vont avoir des lance-grenades. Puis eux autres, je vais les équiper avec... je sais pas moi, quelle autre arme, un shield, mettons, ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment cool parce que tu peux vraiment... Tu décides comment tu veux modifier tes soldats. Ce que je trouvais c'était vraiment intéressant, un peu comme on fait déjà avec X-Wing et Armada et tout, là.
Mais qu'est-ce que j'avais lu, c'est que tes mouvements, c'était seulement ton leader qui se déplaçait, puis tu pouvais mettre tes troupes autour comme tu voulais à une distance de X. C'est ça. Tu peux faire une rangée de 4 d'un côté ou peu importe, tant qu'ils sont dans la distance requise. Donc c'est vraiment, ça. Le mouvement, c'est ton leader, puis les autres, t'es places comme tu veux, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, t'as pas une règle de mouvement pour chaque unité que tu veux bouger. Comme tu dis, c'est ton lead, c'est ton commandant qui dirige, puis tes soldats le suivent. Mais ils peuvent être éparpillés un peu partout, là. Mm-hmm. C'est quand même intéressant. C'est dommage qu'ils sont pas peints, par exemple. Non, mais ça fait partie du hobby, hein. C'est comme Warhammer, hein. Ouais, c'est ça. C'est autant peinturé. Donc, c'est ceux qui se disent, 90 US, c'est pas si pire que ça, mais si vous voulez les avoir peinturés et tout, c'est à peu près le double du prix, là. Parce que les peintures sont pas données non plus. Sauf que ça dure. Donc, tu t'achètes un petit pot de peinture blanche, mettons, pour Stormtrooper, mais tu vas être capable de tout faire tes Stormtroopers avec, là. Mm-hmm. C'est pas genre, t'as besoin de 4 pots pour faire tes 14 Stormtroopers. Mm-hmm. Puis, je pense, la chose aussi qui a été surprenante lorsqu'ils ont présenté le démo du jeu, où les terrains qu'ils ont fait, ils ont reçu autant d'attention que les miniatures. Ils ont fait une superbe présentation. De voir, là, comme... je pense qu'il y avait une carte, c'était comme Tatooine, puis qu'ils ont fait vraiment les bâtiments comme sur Mos Eisley et tout. Ça a été vraiment... c'était vraiment superbe. Puis Fantasy Flight aurait confirmé, et cela, c'est selon les dires des gens qui ont assisté aux démos. Les représentants de Fantasy Flight auraient confirmé qu'ils vont vendre certains bâtiments et terrains de jeu pour le jeu. Mais si tu regardes les forums, il y a déjà des gens qui sont en train de travailler sur des fichiers là, pour utiliser avec un printer 3D. Puis faire leur propre chose. Obstacle, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Mais j'avais vu, je pense, tu sais, Julien, tu regardes des trucs de Warhammer, mais il me semble que j'ai déjà vu des gens qui jouaient sur des cartes immenses qu'ils avaient composées avec des terrains, des dénivelés, etc. Puis ils jouaient là-dessus, puis c'est énorme, c'était des grands champs de bataille, là, je dirais 6 mètres par 15 mètres pratiquement, puis ça prenait des journées à jouer, là, mais c'est toujours, ça dépend de la taille de ton armée. C'est Warhammer, finalement, c'est comme X-Wing, je veux dire. X-Wing, tu fais une partie à 100 contre 100, tu vas jouer sur la table normale, le 4x4. Si tu joues en épique, tu mets déjà 2 tapis, mais rien ne t'empêche de faire, et j'en ai vu, et j'en ai entendu parler récemment, des gens qui font des parties de 400 contre 400. À ce moment-là, tu mets encore plus de tapis et ça devient des épopées galactiques colossales. Et oui, effectivement, si jamais ceux qui sont intéressés allaient regarder des photos de Warhammer 40 000, donc Warhammer 40K, il y a des tables qui sont très très impressionnantes et très agréables. C'est sûr que ça rapporte un cachet quand vous jouez d'avoir... Alors sur Warhammer 40 000, vous avez par exemple des arbres, des espèces de grues, des espèces de grues, dépendant de comment est-ce que vous voulez jouer, vous avez des grues, des dépôts, des gouttières, des tapis, enfin des zones avec des pavés, des choses comme ça. C'est vraiment incroyable ce que font les joueurs de Warhammer 40 000, et je doute pas qu'ils vont faire la même chose. Les joueurs vont faire la même chose pour Star Wars. Donc oui, je pense qu'on va avoir des choses très très impressionnantes. Par contre, à déménager et aller jouer avec ça va être un petit peu plus compliqué. Ça te prend 3 valises et... Ouais, c'est ça. Ouais. Une remorque. Ouais, c'est ça. Après ta voiture. T'as une valise pour ton armée, une valise pour tes objets que tu mets sur ta carte et tout, là. Ouais, ça va être comme pour Warhammer 40 000, c'est les magasins qui vont les stocker, les trucs, et puis tu viens jouer au magasin. Ouais. On avait une question d'un de nos auditeurs sur, justement, il y a des auditeurs qui nous ont laissé des questions, puis par rapport à Legion, il y a Mathieu Mamdi qui disait quel est l'intérêt de sortir Star Wars Legion alors que Imperial Assault semble être très similaire et qu'il sortent encore des extensions. C'est ça. C'est pas le même style de jeu en fait que tu vas avoir. L'audience, les joueurs sont pas les mêmes. T'sais, comme j'ai expliqué plus tôt, Imperial Assault, c'est vraiment plus comme un dungeon crawler, plus comme un donjon et dragon avec miniature. Tandis que Legion, c'est vraiment ce qu'on appelle en anglais un skirmish. J'ai pas le mot français, mais c'est escarmouche. Escarmouche, merci. Donc c'est vraiment comme un jeu de bataille, là. Puis comme tu as vu, te donner l'exemple de Warhammer, là, ça peut prendre des proportions vraiment énormes. Tandis que
Imperial Assault, c'est vraiment t'as ta carte, puis faut que tu suis faut que tu suis ce que la campagne te dit, puis tout ça, t'es comme le maître de jeu que lui il dirige dans ton jeu, tandis que Legion, c'est vraiment comme tant que tu suis les règles, si tu fais les mouvements que tu veux, tu vas où tu veux, tu vas atteindre tes objectifs et en même temps t'essaies d'éliminer ton adversaire. Ça va être une question aussi de taille d'armée en fait, pour plus imager si tu veux. Imperial Assault, tu vas avoir des armées de peut-être 5-10 personnages qui vont s'affronter dans un espace assez clos finalement, puisque ça va être des couloirs, ça va être des petites zones plutôt restreintes. Là, si tu regardes déjà la boîte de base, c'était combien? C'était 40 figurines, quelque chose comme ça? Ouais, 33 figurines. Ouais. 33 figurines, sachant que t'as qu'une moitié d'armée impériale et qu'une moitié d'armée rebelle. Donc ça veut dire qu'une armée complète, ça va être 33 figurines. Donc t'imagines que sur ta table de jeu, tu vas avoir 66, entre 60 et 70 figurines, dépendant de comment tes points. Donc c'est tout de suite des combats plus importants en termes de taille d'armée. C'est vraiment... tu vas te rapprocher finalement de ce que tu aurais comme une vraie guerre de figurines. C'est-à-dire des figurines, quand tes Stormtroopers vont mourir, bah tu vas pas être là en train de te dire zut, j'ai perdu un Stormtrooper. Tu vas faire comme dans Warhammer 40 000, tu vas prendre tes Stormtroopers, tu vas les mettre de côté, tu vas dire c'est pas grave, il m'en reste. Et puis voilà, c'est vraiment le côté taille d'armée, c'est des combats plus imposants. Mm-hmm. Ouais, pis c'est un peu comme si tu prends la comparaison entre X-Wing puis Armada. X-Wing, c'est vraiment du 1 contre 1. Tandis qu'Armada, c'est vraiment comme une flotte contre une flotte. Ben, c'est un peu la même chose. Imperial Assault, même si c'est comme, t'es quand même dirigé dans ce que tu fais, mais c'est vraiment genre 1 ou 2 personnages contre 1 ou 2 personnages. Tandis que Legion, c'est vraiment une armée contre une armée. Mm-hmm. J'ai hâte de voir quand ça va sortir. Je sais que ma plus grande, quand elle a vu ça, elle a fait, on joue à ça. Je suis comme, oh merde. C'est ça. Okay, mais là, ce qui me fait juste peur, c'est quand je vois sur le site de Fantasy Flight Games, ils annoncent une partie de Star Wars Legion 1 à 2 heures. Comme Armada, c'est la même chose. Ouais, c'est ça, mais Armada, c'est des parties longues. Hein. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Moi, je voyais, qu'est-ce que tu viens de dire, ta fille dit on joue à ça, moi je voyais ton visage, ok cool, mais ça va me coûter cher, puis je vois le visage de ta conjointe, oh merde, pas un autre jeu. C'est ça. Mais non, il va falloir faire un choix, là. Mm-hmm. Comme une drogue, hein, ces plastiques-là, c'est sérieux, là. Ouais, et c'est là où je revenais sur ce que tu disais que ça on parlait pas de la même population. Très honnêtement, quand ils ont annoncé Star Wars Legion, je me suis posé la question à qui s'adressait le jeu. Parce que, concrètement, ils viennent essayer de jouer sur les plates-bandes de Warhammer 40 000, d'autres jeux du même style. Mm-hmm. On est d'accord que Warhammer 40 000 aujourd'hui sont quasiment intouchables, parce que la communauté est tellement énorme, et ça fait tellement des années et des années que ça dure, que c'est un corps de jeu qui est quand même un corps de joueurs qui est très solidaire, et ils ont injecté des milliers de dollars ou des milliers d'euros, si vous écoutez ça en Europe, et qui ont injecté des milliers d'euros en argent dans leur armée. Je les vois mal switcher à Star Wars juste parce que c'est Star Wars. Et en tout cas, j'ai plus l'impression que ça va s'adresser à des gens qui font déjà X-Wing, Armada, Imperial Assault. Et donc effectivement, c'est encore ces gens-là qui vont sûrement... Alors il y aura sûrement des nouveaux joueurs, ça je dis pas le contraire, mais la majorité des gens qui vont acheter ces figurines-là vont sûrement être des gens qui jouent déjà X-Wing, Armada, etc. Et je me posais la question, je me demandais, mais est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à tirer sur la corde longtemps? Parce qu'on voit déjà, par exemple, Destiny, c'était aussi des joueurs à la base. C'était aussi des joueurs X-Wing, Armada qui se sont mis dedans. Alors c'est sûr qu'il y a une communauté maintenant qui s'est fait autour de Destiny. Il y a sûrement d'autres joueurs qui sont venus de l'extérieur. Et c'est un jeu de cartes. Donc ça a fait son petit bonhomme de chemin. Moi, quand j'ai vu Legion, je me suis dit, bah zut, c'est encore un jeu de plus qui va venir taper dans le portefeuille des gens qui commençaient déjà à se dire, bah là, j'ai déjà dû faire un choix entre X-Wing, Armada et Assault. Maintenant, il faut que je fasse encore un choix avec Legion. Voilà, c'est la question que je me posais. Alors je doute pas que le starter pack va se vendre très bien, ça j'en doute pas. Est-ce que la suite ça va se vendre? Je sais pas du tout. Ou c'est peut-être plus comme tu dis, excuse. Vas-y. Je voulais juste dire, comme tu dis, c'est peut-être plus un autre jeu qui va peut-être écoper. Ça se peut qu'à cause de Legion, Imperial Assault va
va perdre une partie, il va perdre une partie de son auditoire parce que c'est un peu, comme tu dis, c'est un peu le même style que, tu sais, c'est le fun de peinturer ses miniatures pis tout. Donc, Imperial Assault amenait déjà ce côté. Mais là, c'est en plus ceux qui préfèrent parce que Imperial Assault a le côté campagne, mais t'as aussi le côté skirmish, escarmouche qui existe, qui est pas aussi développé qu'on a vu avec Legion. Mais donc, peut-être que les amateurs de ce côté du jeu d'Imperial Assault vont eux autres plus se déplacer vers Legion. Donc, oui, il y a des chances qu'Imperial Assault en paye le prix. Et est-ce que ça serait pas par hasard, on sait que, enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'Imperial Assault a quand même une communauté assez restreinte, voire très petite. Est-ce que ça serait pas une manière pour Fantasy Flight Games de remettre un coup de neuf et d'essayer de repartir quelque chose? Parce que Imperial Assault, on est d'accord, c'est quand même le 4e larron maintenant, parce qu'avec Destiny, donc on a Destiny, on a je pense X-Wing qui caracole en tête, suivi de très près par Destiny, on doit avoir Armada un peu plus loin derrière. J'ai l'impression qu'Imperial Assault c'est quand même le quatrième derrière, et moi je le vois en tout cas ici dans la région de Montréal, aux alentours. Je connais un magasin qui fait des tournois d'Imperial Assault, et c'est à peu près le seul que je connaisse dans la région qui le fait. Et il le fait parce que son responsable, enfin le responsable du magasin, il est passionné par Imperial Assault, et donc il s'est dit je veux faire les tournois d'Imperial Assault, tant pis. J'ai pas le sentiment qu'il y ait une vraie communauté, et quand j'en parle avec les gens qui jouent Imperial Assault, il n'y a pas vraiment de communauté qui s'est créée comme il y a une communauté X-Wing, Destiny, à plus petite échelle Armada aussi. Donc est-ce que ça serait pas une manière pour Fantasy Flight Games de venir balayer finalement Imperial Assault pour venir le remplacer par Star Wars Legion et essayer de repartir à neuf? Ouais, peut-être. Moi, je suis pas mal convaincu, ne sachant pas qu'est-ce qui était Imperial Assault personnellement, et que tu me dis que c'était un style de Donjons et Dragons. Personnellement, à savoir ça, j'aurais plus tendance à dire, si les gens vont avoir plus tendance à aller vers Legion, et s'ils aimaient le côté Dungeon Master et tout, il y a des jeux de rôle Star Wars que tu peux faire qui vont être pratiquement pareils. Il s'agit juste que le Dungeon Master les invente, les missions. Ouais. Donc, tu peux quand même faire du jeu de rôle avec des figurines, si tu veux. Prends tes figurines de Star Wars Legion, puis mets-les sur une carte que ton Dungeon Master a inventée et fais un jeu de rôle avec. T'as plus vraiment besoin d'avoir Imperial Assault c'est comme un jeu de rôle bonifié, parce que t'as pas besoin de réfléchir en tant que Dungeon Master versus composer tes propres aventures. Puis même, je pense que tu peux en acheter des aventures jeux de rôle aussi pour c'est Ages of Rebellion, puis je me souviens plus les Age of the Empire, etc. Donc, enlever Imperial Assault, si les gens sont plus fans du côté miniature d'Imperial Assault, ils vont aller vers Star Wars Legion. S'ils étaient plus fans du côté jouer à plusieurs avec un Dungeon Master, ils vont se reculer sur les jeux de rôle. C'est peut-être une façon de faire de Fantasy Flight Games d'éliminer cet entre-deux, et puis de séparer les fans vraiment en deux catégories, là. Ouais. Parce que, comme tu dis, il y a personne pratiquement qui joue à ça, fait que si je serais Fantasy Flight Games, je le verrais comme ça. Parce que peut-être aussi ils veulent essayer de vendre un peu plus du jeu de rôle, qui doit être le 5e vendeur. Après, peut-être, j'ai aucune idée des proportions. Parce que c'est pas un jeu de miniature, là, donc c'est différent. C'est un autre auditoire complètement. Ouais, c'est ça. On va voir ce qui va arriver quand que Legion va sortir. Une chose est sûre, en tout cas, ça a été comme le jeu que tout le monde a parlé lors du Gen Con. Si tu regardes tous les sites internet qui ont couvert le Gen Con, les gros articles c'était sur Legion. Donc Fantasy Flight, les autres ils doivent faire Chi-ching! Puis je pense pas que Warhammer ont peur du tout. Ils vont se dire, les gens vont découvrir Star Wars Legion, et ils vont rencontrer des gens qui jouent à Warhammer et qui vont dire, viens donc jouer avec nous, c'est une encore plus grosse communauté, puis ils vont s'en aller dans Warhammer après. Ouais, c'est ça. Puis c'est déjà bien établi, etc. Puis, c'est ça. Puis comme Julien il a dit, si t'as investi des milliers de dollars dans Warhammer, je pense pas que tu vas faire comme OK, je vais aller jouer à Legion maintenant. Tu vas garder un peu ce que t'as. Donc c'était les nouvelles qui sont sorties du Gen Con. Beaucoup de choses intéressantes à venir dans les prochains mois. Mais une autre grosse nouvelle qui est sortie, qui n'est pas reliée à aucun jeu de table, mais bien au jeu Battlefront 2 qui va paraître
au mois de novembre, le 17 novembre, c'est le Starfighter Assault, qui est le mode multijoueur des vaisseaux, qui a été démontré au Gamescom. Donc, on a eu le droit à la bande-annonce qui est sortie quelques jours avant. Et ensuite, au Gamescom, on a eu le droit à la présentation, on a eu le droit à une partie complète du mode. Julien, peux-tu nous expliquer en gros c'est quoi le mode qui a été montré au Gamescom? Oui, donc en fait, c'est un mode pour Battlefront 2 qui sort à la fin de l'année. C'est donc un mode avec les vaisseaux, donc les véhicules volants. Et c'est une sorte de mode objectif. En fait, l'objectif, c'est que chaque équipe va essayer d'atteindre l'objectif, donc détruire un générateur ou protéger un vaisseau qui s'en va. Donc ces objectifs ou d'autres objectifs qui vont être révélés, c'est pour compléter le mode Starfighter. Donc on sent vraiment une volonté de Electronic Arts avec ce nouveau mode de vraiment essayer de compléter encore plus son jeu, de vraiment en faire finalement un gros jeu complet avec plein de modes de jeu, en espérant que ils vont réussir à maintenir la communauté, parce que dans le premier on avait quand même déjà pas mal de modes qui disparaissaient en fait, puisqu'il y avait plus de joueurs dessus. C'est ça. En fait aussi, c'est que le mode qu'il y avait dans le premier jeu était quand même assez limité. C'est comme des combats atmosphériques. Donc t'étais dans l'atmosphère de Bespin ou dans l'atmosphère de Hot Metal. Puis c'était quand même limité à tu fais juste éliminer le plus, si mettons t'étais les rebelles, c'est d'éliminer le plus de TIE Fighter. Puis si t'étais l'Empire, c'est éliminer les X-Wing. Puis là, comme tu dis, c'est vraiment, il y a des objectifs à atteindre. Je pense qu'il disait que chaque partie a comme 3 à 4 objectifs différents. Donc c'est comme exemple, c'était les rebelles. Le démo qu'ils ont montré, c'est une station spatiale où il y a des Star Destroyers qui sont accostés. Puis c'était genre, ok, un des objectifs, c'est genre, faut que tu détruises le bouclier de la station spatiale. Ensuite, faut que tu détruises un des Star Destroyers. Puis du côté de l'Empire, eux autres, c'était l'inverse. C'est comme, ok, faut protéger ça. Donc, moi, je trouvais que c'était vraiment bien plus le fun. Ça ramène un peu le Battlefront qu'on avait dans les années 2000. Où ce qu'il y a beaucoup plus de liberté, ce que tu peux faire avec les vaisseaux. C'est marrant, mais ce mode... Oui, pardon, Danny. Ben, je disais, ça rajoute un petit peu une mini storyline, un petit arc d'histoire à ta mission. Oui, il faut que tu détruises le plus de Starfighter aussi pour gagner des, comment ils appellent, les Battle Points, puis pouvoir changer de vaisseau, etc. Ça ajoute beaucoup au travail d'équipe. Puis t'as des objectifs pour pouvoir poursuivre. Comme chaque équipe a des objectifs qui c'est pas juste, comme tu disais, de détruire l'adversaire. Ouais, c'est marrant, moi ça me rappelle un peu, je sais pas si vous y avez joué à Star Wars The Old Republic, il y a un mode avec des chasseurs, et je sais pas, ce mode où il faut les détruire, où il y a un peu ce côté mission, il y avait un peu ça dans Star Wars The Old Republic, pour le mode multijoueur, donc je vais très très peu jouer, parce que finalement c'était assez rébarbatif, enfin en tout cas je trouvais que c'était assez rébarbatif, mais c'est vrai que quand on l'explique, ça me fait penser à Star Wars The Old Republic, ce mode chasseur en multijoueur qui existe. C'est ça, puis, en espérant qu'il soit mieux quand même. C'est ça, puis le démo qu'ils ont montré qui est sur Fondor, là, la station spatiale au-dessus de Fondor, ce qui était cool, c'est que tu voyais que les rebelles avec les X-Wing, ils réussissent à rentrer à l'intérieur de la station, puis là ils volent, puis ils essaient d'éviter les choses, puis de détruire le plus d'affaires possible, puis là ils ressortent par une autre porte. C'était pas juste limité à tu voles autour de la station spatiale, puis comme tu passes, tu détruis les canons, puis tu détruis ici. C'était vraiment là, ok, essaie de faire le plus de dommages possible, va atteindre cet objectif-là. Je trouvais que c'était vraiment, c'est beaucoup plus immersif que ce qu'on a eu droit dans le premier jeu. Tu peux te promener entre les madriers d'acier, tu peux passer entre quand t'as de l'espace, etc. C'est très très tridimensionnel comme carte là. C'est ça qui est intéressant. Puis, comme on disait, je pense que EA a compris le message des plaintes qu'il y a eu au propos du premier jeu. Puis que là, il essaie vraiment de mettre le plus de choses possibles dans le deuxième jeu. Puis, ce qu'on a vu jusqu'à présent, on l'a pas joué, là, mais ce qu'on a vu, c'est, de mon côté, je pense qu'ils répondent, ils sont en train de répondre aux attentes que les gens ont.
Moi, je trouve que c'est sensationnel. J'attendais les batailles spatiales. Oui, il avait fait un truc en VR là, pour Rogue One, le VR Mission Rogue One, qui était dans l'espace enfin. Mais moi, quand j'ai vu ça, ça me rappelait tellement X-Wing que j'ai joué des heures et des heures quand j'étais à l'université. Dans les années 80, début 90 avec X-Wing vs TIE Fighter, X-Wing Alliance pis tout ça. Ça me rappelle tellement ça. Oui, c'est limité parce qu'il y a quand même un terrain de combat qui est limité. Il faut que tu restes dans un certain périmètre versus X-Wing qui était complètement illimité comme zone de jeu. Mm-hmm. Visuellement, c'est complètement débile, là. Pour moi, qui joue pas beaucoup à des jeux, ça me donne tellement... J'avais dit que je le précommanderais pas, puis il est pas précommandé encore, mais juste ce mode-là, personnellement, là, ça me fait rêver, vraiment, là. Écoute, de ce qu'on a vu, c'est quasiment plus hot que qu'est-ce qu'on voit dans les films, là. C'est comme, wow! Mm-hmm. C'était vraiment... Puis une chose qui était cool, l'annonce que j'ai trouvé vraiment le fun, c'est que comme les soldats, il y a des classes pour les vaisseaux. Mm-hmm. Je sais pas si tu peux nous en parler un peu, et je pense qu'il y a comme 2-3 classes par faction. Oui. En fait, t'as 3 types de vaisseaux. T'as la classe chasseur ordinaire, t'as les véhicules héros, et puis même dans les... tout ce qui est combat terrestre, t'as des véhicules atmosphériques. J'irai pas dans le détail des véhicules atmosphériques. Je vais surtout aller dans les véhicules qui sont pour l'extension Starfighter Assault. Donc, la classe de 3 classes principales, t'as la classe intercepteur, la classe Starfighter puis la classe bombardier. Donc, la classe intercepteur, c'est logique avec l'univers Star Wars, donc ça va très vite, mais ça a moins d'armure, donc c'est très agile, ça va vite, c'est vraiment fait pour se déplacer rapidement sur la carte, attaquer, se sauver, etc. Donc, pour les rebelles, ça c'est les véhicules qu'on connaît jusqu'à présent. C'est ça que je dois dire. Il va sûrement en avoir d'autres qui vont se rajouter au fur et à mesure. J'imagine que dans les DLC, il va y avoir des DLC gratuits aussi pour le Starfighter Assault. Donc, j'imagine qu'il va y avoir des nouveaux vaisseaux, etc. Mm-hmm. Parce que, présentement, dans la classe Interceptor, pour les rebelles, t'as les A-Wing, et puis pour les impériaux, t'as le TIE Interceptor. Donc, j'imagine qu'il va peut-être avoir des vaisseaux du Nouvel Ordre, éventuellement, aussi, et de la Résistance. Pour la classe Starfighter, bon, t'as une bonne armure, t'as une bonne vitesse et une classe de vaisseau bonne de façon générale, qui est la moyenne de gamme en frais de résistance et vitesse et attaque. Donc t'as les fameux X-Wing du côté des rebelles et t'as les TIE Fighter réguliers du côté de l'Empire. Et pour ce qui est de la classe bombardier, très solide, bon pour des attaques à distance avec des missiles et torpilles, mais côté agilité et combat rapproché, ça laisse à désirer. Mais bon, du côté des rebelles, on a le fameux Y-Wing. Je crois que c'est la première fois qu'on le voit dans... Je pense pas qu'il était dans Battlefront 2015. Non. Et puis, du côté de l'Empire, t'as bien sûr le TIE Bomber. Donc, l'espèce de TIE que t'as 2 pods au centre. Ouais. Qui sont extrêmement bons pour tirer des missiles et qui sont relativement solides en combat. Bon, tout au long de la mission, vous allez gagner des Battle Points. Et puis, les Battle Points, quand vous en avez assez, quand vous allez faire un respawn, vous allez avoir des choix d'autres vaisseaux, dont, si vous avez assez de points, des vaisseaux héros, donc qui ont des habilités particulières. Donc, les véhicules héros que l'on connaît jusqu'à présent, parce qu'il va en avoir d'autres. T'as le Millennium Falcon de Han Solo, tout comme Battlefront 2015, très très solide, des canons surpuissants, puis ont des missiles, des concussion missiles. T'as aussi le Slave One de Boba Fett, encore une fois très solide, des super canons et des fameuses bombes sismiques qu'on voyait dans Attack of the Clone, épisode 2. Mm-hmm. Un vaisseau très très intéressant, le scimitar de Darth Maul. Donc ça c'est celui qu'on voit dans l'épisode 1. Si vous vous souvenez c'était quoi son habilité particulière, il pouvait être invisible. Donc vous avez la capacité de vous cloaker, de vous dissimuler, donc d'être invisible pendant un certain temps et de vous glisser derrière un adversaire sans qu'il vous détecte, etc. Donc quand même intéressant comme capacité spéciale. Ouais, et vous avez aussi le Black One de Poe Dameron. C'est le seul vaisseau qu'on a de la post-trilogie jusqu'à présent. Donc lui, il est capable d'identifier des vaisseaux ennemis
et d'aider ses coéquipiers. Je sais pas trop c'est quoi la dynamique. J'ai pas regardé plus que le démo. Je sais qu'il y a des YouTubers qui ont fait des vidéos secondaires pour leur chaîne qui jouent un peu plus avec ça. Je pense que t'es capable d'identifier des targets que tes ennemis vont pouvoir aller attaquer. Quelque chose comme ça. Pas vu plus en détail que ça. Mais il y a d'autres vaisseaux héros que l'on a seulement vu dans la bande-annonce. Oui. Et qui vont sûrement être annoncés. Donc, on a vu Darth Vader dans son TIE Advance. Mm-hmm. On a vu Yoda dans un Jedi Starfighter. Mm-hmm. Et puis, on a vu Kylo Ren avec son TIE Silencer. Donc, on peut imaginer que ça va être les 3 prochains qui vont être dans le jeu dès le lancement. C'est juste qu'ils n'ont pas annoncé officiellement encore. Oui. Rapidement, les véhicules atmosphériques, je veux juste les nommer. Le Vulture Droid, le Naboo Starfighter, le N1 Starfighter et le V-Wing qu'on voyait d'ailleurs dans le démo du E3 sur Naboo. Voilà. Ouais, c'est vraiment hot, puis j'ai vraiment hâte de jouer. Ceux qui précommandaient le jeu, ils vont avoir accès à la bêta. Ou je pense que au début c'était ça, mais je pense maintenant ils l'ouvrent à tout le monde la bêta. Mais la bêta du jeu va avoir lieu au mois d'octobre. Puis il va y avoir la carte Fondor qu'on a vu dans la démo de Gamescom. C'est la carte qui va être disponible dans la démo pour le mode Starfighter Assault. Donc, c'est vraiment le fun. Il y a des trucs que j'ai remarqué dans la démo comme du gameplay, je veux dire, pas la bande-annonce. Quelque chose qu'il n'y avait pas dans la... Parce que c'est relativement frais dans ma mémoire, parce que vu que, comme j'ai dit dans mon WhatsApp, j'ai joué un petit peu en fin de semaine. Et puis, quelque chose que j'ai vu d'intéressant, c'est que tu as un réticule de visée, et puis, si tu regardes comme il faut, tu as un petit cercle qui devance, quand tu te déplaces, il est comme placé en avant du vaisseau. C'est comme pour t'indiquer où viser. C'est un petit cercle qui devance la trajectoire du vaisseau que tu vises. Ouais. Je sais pas si tu te rappelais dans le jeu X-Wing dans le temps, quand tu mettais ton réticule un petit peu d'avance, il devenait vert quand il était prêt à tirer. Ben, c'était un peu ce genre d'indicateur dans ton heads-up display qui va t'aider à jouer. Je trouvais ça intéressant. À la Top Gun. Ouais, c'est ça, un peu comme elle joue, puis ça te permet de mieux t'aligner, donc... je trouve ça intéressant. Puis on va aussi avoir la possibilité de customiser les vaisseaux avec les Star Cards. Donc, préparer tes vaisseaux d'avance ou tes upgrades de vaisseaux, un peu à la X-Wing miniature. Tu peux choisir des options pour qu'il y ait plus de shield ou plus de trucs. Donc, quand tu changes de vaisseau, ben, tu as déjà des cartes d'associer à ton vaisseau. Donc, avec des boosts ou des trucs particuliers spécifiques. Mais bon, les Star Cards, j'imagine que il y en a que tu vas pouvoir acheter, c'est comme des achats dans le jeu versus les gagnés qui vont être plus difficiles peut-être. Il va sûrement avoir des trucs d'achat dans le jeu, étant donné que tout est gratuit, la plupart des DLC, etc. Donc c'est sûr qu'il va y avoir un compartiment, mais une... Dans le fond, c'est ceux qui vont acheter, ils vont avoir un avantage sur les autres. Ouais, c'est ça. Puis j'espère que les cartes, tu peux vraiment les avoir d'une façon ou d'une autre sans être obligé de mettre de l'argent, parce que ceux qui veulent pas mettre de l'argent en surplus, ce serait poche que, tu sais, dans le fond, c'est, comme on dit en anglais, pay to win, là. Fait que tu payes puis pour gagner, parce que tu vas avoir des cartes que personne d'autre va avoir, puis là, ton vaisseau va être modifié de façon extravagante. Fait que ça, j'espère que ça sera pas comme on entend, puis c'est ça qui est plate, parce que là, il donne pas trop de détails là-dessus. Mais en tout cas, on va voir à la sortie. J'espère juste qu'ils vont trouver une façon que le jeu soit quand même égal pour tout le monde. Parce que sinon, la communauté, ils vont perdre la communauté assez vite. Ils vont encore en gagner beaucoup. Ben, ils vont peut-être réussir à avoir plus de monde casual, vu que t'as pas à acheter plein d'extensions. Ouais. Donc ça, c'est bon. Ils vont peut-être avoir plus de gens casual. Mais il va toujours avoir des gens qui jouent de façon compétitive pratiquement. Donc pour eux, jusqu'à ce qu'ils se tannent de jouer contre des gens trop mauvais comme moi. Non, je comprends ça. Mais en tout cas, on va voir au mois de novembre. Mais c'est sûr que j'ai vraiment hâte de jouer. Puis je pense qu'on va faire comme on avait fait avec le premier Battlefront. Si on va faire une annonce sur la page Facebook de cette clan, excusez, mon Dieu. De retour les ancêtres, mais sur la page Facebook de Star Wars en direct. Et ceux qui sont intéressés de joindre à nous pour jouer, on peut s'organiser des parties comme on avait fait avec le premier jeu en 2015.
Rapidement, on a eu des commentaires sur Facebook. Je vais les lire rapidement par rapport à Battlefront. Starfighter Assault, Jérémy Défense qui dit « Comme j'avais déjà dit dans le dernier épisode Gamer, j'attends Star Wars Battlefront 2 avec une bonne campagne solo et plus de contenu pour le multijoueur. Pas juste une coquille vide comme dans le premier. Le dernier trailer sur le mode combat spécial était top, mais cela ne garantit rien sur la qualité globale du jeu. Le hype est bien présentement, mais restons prudents. » T'as Arnaud Henry qui dit hâte de voir ce qu'il y a dans le ventre de Battlefront 2 et ce que les modes vont proposer. Vont-ils être riches en contenu ou pas? Il dit petite info pour les Français, la figurine de Inferno Squad est disponible en précommande sur Micromania. Donc il y a une figurine probablement de Aiden Versio. Peut-être déjà. David Dupont dit j'aime les jeux de pilotage Star Wars comme Rogue Squadron. C'est le genre qui pourrait me faire craquer pour un achat. Et puis t'as Quentin Wolf qui dit hâte de voir le mode Starfighter Assault sur Battlefront 2. J'espère que nous pourrons être vraiment immergés dans des batailles spatiales. Ça nous rappelle le bon vieux temps de l'ancien Battlefront 2, un peu comme tu mentionnais, Jean-François. Effectivement, puis je pense que la seule chose qui va manquer à Battlefront, là, c'est comme Battlefront 2, on pouvait faire l'ancien Battlefront 2, là, c'est qu'il y avait un mélange entre combat terrestre et combat spatial. Donc, tu commençais, puis tu pouvais être un soldat, puis là, tu trouvais un TIE Fighter, t'embarquais dedans, puis t'allais te combattre dans l'espace, puis là, t'arrivais dans mettons, une station spatiale, tu débarquais, puis là, tu te battais. Donc, ça serait cool que ça soit ça, mais bon. OK, qu'il y a une synergie entre le sol, donc... Quand tu sors de l'atmosphère, tu changes de mode puis t'es rendu en Starfighter Assault, mettons. C'est ça, exactement. Mais bon, le progrès, on voit que EA sont en train de... Il y a un progrès. En plus que le contenu téléchargeable sera gratuit. Ça promet, mais comme un des commentaires, c'était « Restons prudents » parce que oui, le hype est là, mais peut-être que le produit final va faire comme... Alors, je sais que vous allez dire que je fais une fixette. Je viens d'aller voir la figurine disponible sur Micromania. Donc, a priori, il s'agit juste... En tout cas, elle est indiquée comme étant Pilote Battlefront 2. Donc, c'est pas forcément Aiden Versio. Par contre, et là, je sais que vous allez dire que je fais une fixette, la figurine possède 2 tuyaux qui vont du casque vers le module qui est sur la poitrine, là, donc le module de survie. Donc ça répondrait à ma question de comment ils font pour respirer dans l'espace, puisqu'a priori, ils ont des tuyaux. Et voilà. Donc, j'étais en train de regarder, je suis en train de regarder sur internet si on a vu des photos, des images promotionnelles des pilotes de l'Inferno Squad avec des tuyaux, et pour l'instant, j'en ai pas vu. Ben, c'est peut-être que tu te fiais à la bande-annonce de la campagne solo, que tu voyais la squad sur Endor puis qu'il n'y avait pas de tuyaux, fait que tu disais ben comment se fait, ils ont un look de TIE Fighter Pilot mais ils sont au sol. Peut-être quand ils sont au sol justement ils n'ont pas les tuyaux. Et puis absolument. Quand ils sont dans l'espace ils ont les tuyaux. C'est possible. Ou alors ils ont juste repris un pilote de TIE Fighter et ils ont mis des bandes rouges pour faire une figurine Inferno Squad. Alors ça conclut notre émission de ce soir. Je crois qu'on a touché à tous les sujets. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur ce que nous venons de discuter, soit par email à studio@starwars.direct ou sur l'article de l'épisode sur notre site starwars.direct ou sur notre page Facebook, notre compte Twitter et notre chaîne YouTube. Nos prochaines émissions, on a le Making of numéro 3 qui est consacré, je crois que c'est le dernier épisode pour le tournage de A New Hope. Et il y a aussi l'épisode de la critique de Inferno Squad qui va paraître dans les prochaines semaines. Comment on peut vous rejoindre, messieurs? Danny? Sur Twitter, à l'usager Danny Pépin. Et puis, si vous envoyez un courriel à studio@starwars.direct, c'est moi qui va vous répondre. Parfait. Et Julien? Oui, alors moi, c'est toujours comme d'habitude par courriel à julien@mintinbox.net. Parfait, merci. Et de mon côté, sur Twitter, vous pouvez me rejoindre à GF Dark Jedi. Je remercie encore une fois nos partenaires Mintinbox, Star Wars Holonet, Siteclan.net, Planète Star Wars Universe, Making Star Wars France, Génération Star Wars et Science Fiction. Merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.